Salam alaikum à tous, bonjour version laïcous. J'avais déjà fait des vidéos d'explication sur l'installation en Turquie. Et a priori, beaucoup viennent encore me voir en privé, la retrouvent pas. Celle-là, je vais la mettre bien sûr sur Facebook et YouTube. Et ce qui permettra à tout à chacun, quel que soit le moment, de pouvoir la consulter. Pour venir, actuellement, c'est vrai qu'il y a une forte croissance de demande de venir vivre en Turquie. Beaucoup de questions sont posées, ce qui est normal, et je vais essayer d'y répondre. Macron en est bien sûr la conséquence, puisque avec sa guerre qui mène aux musulmans, beaucoup ne veulent plus subir au quotidien musulmans, islam par-ci, islam par-là, etc. C'est pour ça qu'il y a déjà pas mal de gens qui vont venir s'installer avec moi à Alanya. Donc moi j'habite à Alanya dans le sud. C'est à 800 km au sud d'Istanbul. Au soleil, comme vous pouvez voir, vous voyez, hein, on est le 2 novembre, il fait encore 28 degrés. Il fait très très beau toute l'année, très très chaud l'été, juillet, août, et le reste de l'année il fait très très bon. On est le coin des bananes justement. Alors, je vais vous parler de façon générale et ensuite je viendrai sur Alanya. Alors déjà, si vous voulez venir vous installer en Turquie, premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de la France? Si en France, vous n'avez strictement rien, c'est-à-dire pas d'avantages sociaux ou autres, il n'y a aucune démarche à faire. Si vous voulez, en tant que Français ou binationaux, si vous êtes franco-algérien, franco-marocain ou franco ce que vous voulez, ou français tout court, ben, il suffit déjà de venir, quand vous venez en Turquie, de faire votre enregistrement à l'ambassade de France. Alors, selon la ville où vous êtes, vous dépendrez ou d'Istanbul ou d'Ankara. Ça vous permet l'avantage d'être inscrit au consulat ou à l'ambassade, de pouvoir continuer à voter. Donc vous serez ce qu'on appelle les Français de l'étranger. Ça va vous permettre aussi de refaire le passeport et certaines démarches administratives directement auprès du consulat et de l'ambassade. Donc c'est important de le faire. Il faut auprès des impôts, je crois que c'est la case 8F ou 8H, mais vous approchez de votre centre des impôts, stipuler, écrire dans cette case, bien stipuler, je ne supplie d'obligation de fiscalité française. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, les impôts vont enregistrer votre statut et naturellement, il faut que vous partiez en Turquie, quoi. Vous ne pouvez pas dire je fais des allers-retours, des choses comme ça. Non. La règle d'ailleurs, qui est internationale, on est de fiscalité là où on est resté plus de 6 mois et 1 jour. Ça, c'est la première truc. Pour ceux qui avaient des APL, des allocations familiales ou autres, de directement saisir votre caisse d'allocation et de l'informer d'arrêter le versement puisque vous allez vivre en Turquie. Aux petits malins qui veulent essayer de jouer un peu sur les deux, je vous le déconseille, parce que c'est du vol tout simplement. Donc on ne peut pas aller gratter de l'autre côté des allocs en vivant en Turquie, donc ça, hors de question. Donc vous allez faire les démarches nécessaires. Ensuite, si ça concerne des retraités, sachez qu'il y a une convention entre la France et la Turquie qui vous permet justement de bénéficier de votre sécurité sociale en Turquie, qui s'appelle la SGK, S-G-E-K, que moi personnellement je bénéficie en tant que retraité de la RATP. Et l'avantage c'est que tous les frais de soins sont pris en charge par votre caisse française. Il y a une petite démarche administrative à faire, etc. Pour ceux qui n'ont pas de sécurité sociale, il y a des sécurités sociales privées en Turquie. Il faut compter dans les alentours de 900 et quelques télés, en gros une centaine d'euros pour la famille. Ça vous ouvre droit au 100%. Ici, il y a très peu de médecine libérale en ville. Les gens vont à l'hôpital et tout est pris en charge. Il n'y a pas de ticket modérateur, etc. Si vous voulez aller dans le privé, vous êtes remboursé le plus gros par enfin, c'est pris directement sur votre SGK, pour ceux qui ont la SGK. Et puis une petite partie qui vous revient, sauf si vous prenez aussi encore une mutuelle. Voilà, donc là on a vu les volets les plus importants sur comment quitter la France et au niveau de la Turquie. Ensuite, beaucoup de gens me demandent sur
le travail, tout ça, etc. Sachez qu'en France, ça ressemble un petit peu au même système qu'il y a en Turquie, pardon, comme en France. C'est l'employeur qui doit faire la démarche pour justifier qu'il a besoin d'un étranger. En Turquie, il faut 5 Turcs pour pouvoir prendre un étranger, sauf dérogation dans un cas bien précis. Si c'est pour, donc, quand vous venez en Turquie pour venir vous installer, pour avoir une carte de résident, quand vous êtes locataire, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile. Si vous êtes propriétaire, c'est un droit ouvert direct. Bien sûr, il faut faire des démarches administratives, que je vous expliquerai par la suite. Sinon, quand vous êtes locataire, c'est beaucoup plus difficile. Il faut bien sûr justifier d'un compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire en Turquie, il faut la première fois avoir un numéro de vergi, c'est-à-dire un numéro de taxe, quand on va au bureau des taxes. Nous, par exemple, on le fait aussi par Internet. Et ensuite, vous pouvez ouvrir un compte en banque. Compte en banque, vous pouvez l'ouvrir en multidevise, euro, dollar, Turkish lira. Et vous-même, après, avec votre application, pouvoir changer quand vous voulez, de l'euro à la télé, dollar, tout ce que vous voulez, faire des allers-retours. Et même virer à l'étranger cet argent. Donc, c'est pas comme certains pays, notamment du Maghreb, où il est très difficile. Il n'y a pas de liberté concernant votre monnaie. Donc celui qui vient pour faire un travail, je sais pas, on m'a demandé, chauffeur routier, tout ça, etc. Ça va pas être facile, ça va être très difficile, puisque en Turquie, il y a des chauffeurs turcs. Si vous avez une valeur ajoutée, vu qu'il y a un grand business en Turquie, ce qui s'appelle le tourisme médical, qui touche à peu près plus de 2 millions de personnes, dans le corps médical, il existe des équivalents. Ne venez pas me le demander, vous vous débrouillez, j'en fais déjà assez. Donc ça existe, à vous de faire des démarches. Le mieux, ce que je conseille toujours, c'est plutôt venir monter son entreprise en Turquie. Alors, me demandez pas encore quel business. Si je suis dans le centre de Paris, c'est pas pareil que si j'étais à Bourgogne-Joyeux, en zone industrielle. Vous voyez, il faut d'abord venir en amont, sentir les choses, voir ce qui manque et essayer d'apporter. Pareil, ne venez pas avec votre vision gauloise, française des choses. Parce que il faut, si vous voulez toucher les Turcs, il faut voir comment le Turc consomme, qu'est-ce qu'il attend. Et comme d'habitude, le business, c'est je crée le besoin ou je réponds au besoin. Mais voilà, ça c'est très important, c'est prendre le temps, observer, voir tout ça, etc. Moi, dans le corps de métier où je suis, je sais qu'ils sont dans le domaine de l'électricité, la peinture surtout, la plomberie, tout ça. Si vous travaillez correctement, montez votre boîte, vous pouvez bien travailler et on viendra vous chercher même, etc. Donc, je sais qu'il y a un cursus. Je ne vais pas voir selon les régions, etc. Moi, personnellement, comme je vous le dis, moi, je suis dans une zone touristique. Je suis dans le sud, je suis dans le bord de mer, avec mer et montagne. Donc, concernant moi, ceux qui... Donc, moi, je produis des résidences. Actuellement, il y en a 3. Une éthique qui s'appelle Senem Résidence, qui est la première résidence islamique. Une séparation piscine, sauna, fitness pour les femmes et les hommes. La plus luxueuse de toute la Turquie, qui s'appelle Viamar, qui est au bord de mer, 100 mètres face à la mer, ultra luxe. Et puis boutique, tous les appartements vue mer, et Inch'Allah, d'autres résidences par la suite, qui sont entièrement francophones. Elles sont francophones, et bien sûr, la gestion faite, ce sera fait par mon fils. Voilà, donc avec des trucs carrés. Parce qu'en Turquie, c'est un pays qui est souple, c'est un pays où il y a pas mal de services, mais comme dans tous les pays, il y a des gens qui abusent et qui essayent justement de profiter. Voilà, moi, ça évite justement aux gens, ils ont la chance d'avoir quelque chose de correct. Pour ceux qui sont propriétaires, comme je vous dis, ça ouvre le droit d'office. Ça ouvre le droit d'office si on fait la démarche d'avoir la carte de résident. Mais cette carte de résident, ça va être une carte de résident touristique, c'est-à-dire qui vous permet comme une carte de séjour, de rester 2 ans, mais qui ne vous autorise pas à travailler, mais au moins de pouvoir rester en Turquie. Si vous n'avez pas, bon, je parle de ceux qui me parlent souvent de achètent seulement pour faire des allers-retours. Pour vous, vous n'êtes pas concerné puisque vous avez droit à 90 jours tous les 6 mois. Donc, si vous êtes français, vous avez droit à 90 jours tous les 6 mois. Voilà, ça, si vous n'avez pas d'utilité, si vous ne restez pas plus de ces 90 jours dans les 6 mois, vous n'avez pas d'utilité d'avoir la carte de séjour. Mais pour ceux qui veulent s'installer, bien sûr, il nécessite d'avoir la carte de séjour. On vous accompagne dans les démarches, on s'occupe de tout. Les ouvertures de compte, la carte de séjour, etc. Donc, pour mes clients, on s'occupe de tout. Pour les autres, ceux qui veulent aller ailleurs, qui veulent s'installer à Istanbul. Bon, déjà, c'est comme en France. Il n'y a pas que Paris en France. D'accord. Beaucoup de gens voient notamment que Istanbul. Istanbul, il faut savoir que c'était quand même une grande ville. C'est une ville où il y a plus d'habitants que dans toute l'île de France. Il faut savoir que l'île de France
avec tous ces départements, c'est 12 millions d'habitants. Paris à lui seul, c'est 2 millions d'habitants. Istanbul, c'est 15 millions officiels, et 20 millions officieux. Donc c'est immense. Déjà, ne pas se faire attraper. Il y a beaucoup d'annonces de l'immobilier avec des prix dérisoires. Sachez que c'est pas Istanbul. Parce qu'Istanbul, vous avez Istanbul la ville et Istanbul le département. Ce qui correspond à peu près, nous, à la région en France. Donc quand vous êtes à 60-70 km de Sultanahmet ou autre, savoir qu'il y a un gros problème de trafic à Istanbul, vous êtes à 2h30 de route. Donc c'est pas du Istanbul, vous êtes Istanbul département, mais vous n'êtes pas à Istanbul la ville. Et naturellement la ville, elle est beaucoup plus chère. On est des tarifs beaucoup plus importants. Donc ceux qui viennent avec leurs 60, 70 000, 80 000 euros, tout ça, etc., sachez que vous serez en banlieue. Mais quel est l'intérêt ? C'est comme si un étranger qui dit « je veux Paris », il n'habite pas Paris, il va habiter à Melun, ou il est à Trappes, ou il est à Goussainville. Désolé, c'est pas Paris, ça s'appelle la banlieue. Donc je vois pas l'intérêt d'aller là-bas si loin ou perdre dans un trou à rats. Voilà, ça c'était pour la partie Istanbul. Istanbul, bien sûr, est une grande ville, c'est la capitale économique. Je dis bien économique, qui n'est pas administrative, puisque c'est encore la capitale administrative, qui est très dynamique dans le business, etc. Alors, il y a de tout. Vous pouvez faire de l'import, de l'export, prendre des produits, l'envoyer à droite, à gauche, etc. C'est une ville très dynamique sur le plan économique. Voilà. Pour ceux qui veulent aller ailleurs, la Turquie est un grand pays, immense pays. Pour pouvoir s'installer, il faut choisir vos critères. Voilà. Alors moi, ce que je conseille, après chacun fait ce qu'il veut, et d'ailleurs je me suis appliqué à moi-même. Je suis certes, moi, la première chose que je cherchais, c'était le climat, donc le soleil tout le temps et de ne pas avoir froid, parce que je suis originaire de Marseille. J'ai la mer et la montagne, etc. Donc moi, c'est des critères hyper importants. Ensuite, un autre critère, c'est de ne pas se sentir étranger. Si vous êtes dans des endroits où il n'y a pas de touristes, etc., qui vivent, hein, parce qu'ici, il y a beaucoup de résidents étrangers, ça va être un peu plus difficile. Voilà, ça va être un peu plus difficile. Quand vous êtes dans un contexte international, c'est beaucoup plus facile de se fondre dans la masse. Voilà. Les langues ici, ils utilisent, quand vous avez de l'argent, on dit, les amendes par la VAR, service VAR. C'est-à-dire quand vous avez de l'argent, le service va avec, ils parlent l'anglais, tout ça, etc. Je trouve que c'est favorable au départ. C'est pas trop un handicap la langue. Il faut d'abord au moins parler au moins l'anglais. Puis ma mère, qui parle rien du tout, ici elle arrive à se faire livrer les oranges. Donc elle se débrouille, elle arrive à faire des courses. Donc c'est pas un handicap, parce que c'est vrai que les gens qui disent « oh c'est dur d'apprendre le turc et tout ». T'es pas obligé au départ, si tu parles un peu anglais, tu te débrouilles. Et après il y a les mains, les pieds, et puis ils essaient toujours de vous comprendre. Voilà, ils sont très accueillants les Turcs là-dessus. Donc continuons encore dans les démarches. Pour les entreprises, il n'y a pas de 51-49. Vous venez ici, vous pouvez vous montrer à l'entreprise. C'est pas les Émiratis où on vous demande votre passeport ou tout ça. Vous donnez rien du tout. Vous pouvez monter, créer votre entreprise sans essayer d'avoir des Turcs. Il en est ainsi aussi pour la propriété. La liberté ici, où vous pouvez avoir accès à la propriété, qui n'est pas limitée dans le temps, au même titre que la France, au même titre que de nombreux pays européens. Et vous êtes propriétaire. Le titre de propriété s'appelle le tapu. Ce titre de propriété se fait en une journée. Il n'y a pas de promesse de vente en Turquie, il faut le savoir. C'est-à-dire vous achetez de suite. Voilà. Il n'y a pas de promesse, j'attends 2-3 mois. Il n'y a pas du mètre carré, de loi Carrez, le diagnostic strict, diagnostic cela. Il n'y a rien. Tu veux, t'achètes. Il n'y a pas de délai de rétractation. Tu rends, t'achètes. Grosso modo, les frais, ce qu'on appelle en France les frais notaires, ici ça s'appelle les frais de tapu, puisque la Turquie n'a pas souhaité donner le pouvoir au notaire de faire les enregistrements. Et donc c'est l'État directement, vous allez auprès de l'État, vous payez votre taxe en espèces et en Turkish lira, qui est l'ordre à peu près de 3% du prix déclaré. Sachez qu'en Turquie, personne ne déclare le prix qui est vendu, donc les frais sont toujours moindres, puisque tous les constructeurs ne déclarent pas tout. Voilà. Ensuite, vous payez ce qu'on appelle les ISCAN, l'électricité et l'eau, c'est-à-dire les abonnements, chose que nous payons tous les mois en France. Que vous consommez ou vous ne consommez pas, vous payez cet abonnement. En Turquie, seul le propriétaire paye, il le paye une fois, et après il ne paye plus. Il ne consomme pas pendant 6 mois, il paiera 0 centime. Il consomme l'eau ou l'électricité, c'est exactement la même chose. La fiscalité ici, elle se fait directement pour les salariés à la source, ce que la France a fait il y a peu, c'est-à-dire c'est pris directement, avec les cotisations classiques, retraite et compagnie. Elles sont quand même beaucoup plus faibles qu'en France. Je crois que c'est de l'ordre de 7
de 7% pour le salarié, et un peu plus pour le patron. Mais bien sûr, on est largement en dessous de ce qui peut se faire en France. Donc en soi, on peut dire ici que c'est un pays c'est un petit paradis fiscal où vous n'êtes pas surtaxé. Concernant la sécurité, tout ça, nous avons pas les singes de France, hein, on n'a pas toutes ces racailles qui vous emmerdent, tout ça, etc. Alors bien sûr, vous allez sur Istanbul, dans certains endroits, il y a aussi des ziganes, des trucs, et des gens qui, voilà, qui se franchissent des règles, c'est clair. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de problème de sécurité en Turquie. Les policiers et les gendarmes sont très respectés, ils sont même défendus, et lorsqu'ils vous interpellent ou contrôlent, ils sont très polis, souriants, etc. Et vis-à-vis des touristes, ils sont beaucoup plus encore. Si vous contrôlez, vous affranchissez d'un truc, vous dites je sais pas, et ils vont pas vous matraquer. Voilà. Donc là-dessus, c'est une bonne chose. Je dis ça à ceux qui ont encore le film Midnight Express de 1973. Non, la Turquie c'est pas Midnight Express. Moi j'ai eu un problème une fois avec la voiture qui était coincée. J'ai fini à la fin avec les gendarmes à boire le thé avec eux et tout ça, très sympathique, très souriant et tout. Ça, c'est important de le savoir. Sur le plan de la scolarité, beaucoup me disent, ouais, Mourad, est-ce qu'il y a des écoles françaises, tout ça, ou internationales? Désolé, si vous quittez la France, en France, quand on va à l'école française, on apprend l'histoire de France. Nos ancêtres les Gaulois, on parle de Charles Martel, que la colonisation c'est positif, c'est ça que vous apprenez, hein, qu'il y a un génocide arménien, tout ça, etc. Mais en Turquie, désolé, vous n'allez pas vivre en Turquie avec vos enfants qui vont apprendre l'histoire de la France. Il faut qu'ils apprennent l'histoire de la Turquie. L'histoire de la Turquie, c'est l'Empire ottoman. C'est justement de dire qu'il n'y a pas de génocide arménien, c'est de dire que la colonisation c'est pas bien, et l'histoire de la Turquie, ce qui est important en soi. Et il est normal que quand dans un pays où on y va, si on veut que ces enfants s'adaptent, ben il faut qu'ils apprennent l'histoire du pays, qu'ils apprennent le système, qu'ils épousent la culture et les traditions. J'ai pas vu de gens venir d'étrangers, aller en France pour mettre leurs enfants dans une école turque ou dans une école arabe. Non, c'est débile. Donc, si vous avez vocation à vivre ici, vous n'êtes pas des expatriés, vous comptez faire votre vivre. Pour moi, c'est des trucs. Si vous voulez encore l'école française, restez en France. Les enfants vont très vite. C'est très vite. Les enfants apprennent très vite la langue. Les miens, ils parlaient le russe et le français puisque ma femme est russe, et le turc, ils l'ont appris très rapidement. Et ils sont parfaitement turcophones, ils sont trilingues aujourd'hui. Sachez qu'il y a minimum dans l'école publique au moins 6 heures d'anglais par semaine au primaire, je dis pas au collège, au primaire. L'école publique, elle fut un temps, elle était de très mauvaise qualité, et depuis Erdogan, le niveau est vachement augmenté, donc ça sert à rien de les mettre dans le privé, mettez-les dans le public, c'est très bien. C'est en plus l'école à la demi-journée, ce qui vous permet de faire des activités sportives culturelles. Il y a pas mal de devoirs qui sont faits justement, c'est pour éviter de garder les enfants trop longtemps à l'école, et tous les experts vous diront que c'est pas bon de garder les enfants du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Pour les écoles privées, oui, il y a des écoles françaises dans les grandes villes comme Istanbul, Ankara et tout ça. Ça, c'est si vous voulez y aller, vous y allez. Il y a des écoles anglaises, il y a des écoles internationales, etc. Privées, naturellement, et payantes. Les transferts ici, que ce soit dans le privé ou dans le public, vous pouvez avoir des transferts sont pas chers. Ils viennent carrément vous chercher devant chez vous. C'est pas dans un endroit. Ils viennent bien directement et c'est pas très cher. La scolarité est gratuite dans le public. Pour les musulmans, il faut savoir que il existe deux types d'écoles. L'école publique dite normale, classique, et puis imam type, c'est-à-dire avec 9 heures d'apprentissage de la religion. Il y a 2 heures de cours d'arabe, voilà, c'est saucissonné en nombre d'heures, etc. Et toujours pareil, gratuit, etc. Donc il y en a pour tout le monde, celui qui veut du normal, et puis celui qui veut du religieux, et toujours pareil avec le tronc commun concernant l'apprentissage, etc. Donc j'ai répondu aux enfants, l'installation. J'ajoute aussi, oui, que quand vous faites la carte de séjour, il faudra justifier d'avoir au moins, je ne me rappelle plus, à peu près, ça faisait à l'époque à peu près 5 000 $ dans un compte en banque. Voilà, ce qui permet de justifier que vous pourrez vivre, vous avez suffisamment d'argent pour vivre sur une année. Enfin, ça c'est anecdotique. J'ai vu la scolarité, j'ai vu, désolé, hein, j'ai pas de papier, j'ai rien du tout. Scolarité, installation, qu'est-ce qu'il y a là? La France en Turquie. Bon, bah écoutez, je crois que j'avais faire le tour. Oui, quand vous êtes dans les copropriétés, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a des gens qui sont malicieux. Il doit avoir un carnet, un livret de gestion qui s'appelle l'IDAT, et toutes les factures doivent être figurées. Beaucoup de riches ne veulent pas les donner, ce qui est dommage. Et bien sûr, Nadam Blanc, libellé en Turkish Lira.
Sécurité, éducation, santé, installation. Écoutez, je crois avoir fait le tour sur comment venir. Déjà là, je vous ai même quand même dégrossi le travail, un peu le gros œuvre là-dessus. Regardez selon votre situation, ce que je vous dis, ce que vous devez faire en France, et ensuite ce que vous devez faire en Turquie. Pour la carte de résident, il y a des sociétés qui le font, et nous travaillons avec des partenaires là-dessus, c'est pas compliqué, tout se fait sur Internet, il prend un peu votre état civil, ensuite il regarde un rendez-vous, avec le Covid aujourd'hui ça met un peu plus longtemps, ça c'était pour la première fois, vous donnez le peu de documents qu'ils vous donnent, vous avez votre rendez-vous, par exemple 15h30, ils vont vous prendre à l'heure, c'est la police, ils sont en civil. En général, il y a des gens qui parlent l'anglais ou une autre langue pour essayer de vous aider, alors qu'en France, c'est que le français, sinon laisse tomber. Vous donnez les documents, les originaux de ce que vous avez de trucs. Une semaine après, vous avez votre carte de résident, carte de séjour si vous préférez. Dans cette carte pardon, je vous donne cette carte de séjour. Pour le renouvellement, si vous n'avez pas eu de changement matrimonial, un mariage, un divorce ou une naissance, vous envoyez par la poste 2 ans après, vous envoyez par la poste et ils vous retourneront aussi votre carte sur une semaine par la poste. Pour la nationalité, si vous bloquez, vous pouvez l'obtenir directement. Si vous bloquez 500 000 $ sur un compte pendant plus d'une année, et ça vous ouvre droit à la nationalité turque ou acheter des biens à hauteur de 220 000 €. À peu près, sinon c'est 250 000 $, qui doit être fait en amont chez le constructeur et qu'on voit bien la trace que vous avez envoyé l'argent chez le constructeur pour ce montant. Comme ils déclarent partout les constructeurs, vous avez bien compris, ce ne sera pas 250 000, ce sera beaucoup plus. Et à Istanbul, il y a des petits malins qui vous vendent des produits en banlieue très très loin, très très cher. Certes, ils vous déclarent pour la nationalité, mais le produit, vous l'avez payé 60 000 € plus cher. Donc, ça sert strictement à rien. Sachez que la loi interdit l'affichage des prix en euros, mais tout le monde se calque sur le prix de l'euro. Donc, c'est pour ça que vous vous étonnez pas, que vous voyez un bien immobilier, même un truc, chaque fois augmenté, qui suit, en fait, la valeur de la Turkish Lira, parce qu'en affichage, ils sont obligés de le mettre en Turkish Lira, alors que dans les faits, en fait, il suit toujours le prix de l'euro, puisque les marchandises sont importées, comme l'acier, tout ça, en dollars et en zone euro. Et voilà. Donc ceux qui pensent que parce que la monnaie chute, ils vont faire les super cracks d'affaires, non. C'est comme tout l'automobile aussi, les véhicules, comme c'est des produits importés qui sont payés en euros, les véhicules d'occasion augmentent, donc prennent de la valeur. Certains disent qu'ils gagnent de l'argent. Non, on ne gagne pas de l'argent. Vous gagnez de l'argent si vous vendez et que vous achetez rien derrière, puisque la nouvelle voiture que vous allez acheter, elle aussi a augmenté. Voilà. La voiture, donc c'est un paradis fiscal, sauf les voitures. Faut savoir que les voitures au-dessus d'un litre 6, elles sont surtaxées. Et au lieu de 2 litres, on est pratiquement à 160%. Donc voilà, si on peut dire que la seule chose qui est surtaxée, c'est les voitures. Mais jusqu'à 2 litres, 1 litre 6, ça va. Vous pouvez travailler, c'est pratiquement le même prix qu'en France. C'est au-dessus de 1 litre 6, déjà vous commencez à payer un peu plus. Voilà, mais il y a largement le choix de véhicules pour acheter des trucs pour pas payer surtaxé. L'essence, on est bien sûr, on est moins cher qu'en France. On a à peu près 80 centimes le litre, bon un peu moins. Le coût de la vie est très très bas, vraiment très très bas. Même nous dans la zone balnéaire, vous allez payer entre 15 et 20 centimes le kilo votre orange. Vous payez du concombre, courgettes, ce que vous voulez, ça vaut rien. Et d'ailleurs, ça change votre alimentation, parce que comme c'est goûteux, c'est bon, et puis c'est pas cher, ben vous allez manger beaucoup plus de fruits et légumes que ce que vous faisiez en France, où c'était cher, pas goûteux, et pas forcément accessible. Voilà. Donc, pour vivre, il faut compter à environ, allez, si on vous donne un calque, avec 500-600 €, on vit très bien. Et tout ce qui est au-dessus de 600 €, vous vivrez très 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 bien en allant au restaurant, tout ça, etc., etc. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Il y avait aussi des gens... alors, pour la fiscalité, je reviens, j'ai oublié un des cas. Si vous avez des revenus, j'ai quelqu'un qui va venir vivre ici, mais en fait son entreprise est en France, en fait son employeur est en France, il va faire du télétravail par exemple. Sachez que pour lui, tous les revenus qui viennent de la France, les impôts doivent être payés en France. Si vous avez des biens immobiliers, vous venez du revenu locatif, vous aurez la déclaration à faire, la 2042, que vous faites déjà aujourd'hui sur votre... vous faites 2044, pardon. Vous faites vos revenus et c'est taxé
sur un forfait de 20%, y ajouter la CSG aussi dessus. Donc tous les revenus venant de la France sont taxés en France. Les revenus fonciers de France sont payés en France. Ça, c'est important que vous le sachiez. Et là aussi, vous faites la démarche, vous dites « je n'ai plus d'obligation fiscale française », sauf que vous devez déclarer vos revenus fonciers chaque année et payer les impôts correspondants. Voilà. Et en fait, pour ceux qui pensent que quitter la France pour venir en Turquie, ça ne fait pas d'insulter, vous perdez rien du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. Elle dure longtemps, mais moi elle répond au moins aux grosses œuvres des questions. Si je pense avoir oublié des choses, peut-être que j'en referai une pour faire le complément. Mais déjà là, je vous en ai donné assez pour pouvoir songer à venir en Turquie. Et si vous venez sur Alanya, et comme je dis pour mes clients, etc., en dehors de la qualité des résidences, il y aura tout le service, vous vous occupez de rien, on s'occupe de tout, on vous accompagne sur tout, donc no stress. Voilà les amis, à bientôt, salam alaikum.